L'été 2023 a été l'été le plus chaud jamais vu. En France, plus de 70 départements et des gros problèmes de sécheresse où il n'y avait pas assez d'eau pour les agriculteurs. Au Canada, des feux de forêt monstrueux, jamais vus. Et la tempête Daniel en Méditerranée qui a fait des milliers de morts en Grèce et surtout en Libye. Aucun doute, hélas, le réchauffement climatique s'aggrave et s'accélère. C'est plus grave que ce qu'on pensait. Mais malgré tout, les climato-sceptiques se déchaînent et on a des amis climatologues qui renoncent à s'exprimer dans le débat public parce qu'ils en ont marre de se faire agresser. C'est plus grave que ce qu'on pensait et malgré tout, les politiques semblent paralysés, incapables de mettre en place des stratégies à la hauteur des enjeux. On est dans ce moment passionnant où beaucoup de gens comprennent que c'est très grave, c'est pas encore foutu, on peut agir. Et voilà le but de ce petit film, partager des arguments pour dire l'urgence et dire quelles sont les solutions pour rattraper le temps perdu et pour gagner la bataille. J'en suis convaincu, tous ensemble, on peut encore gagner la bataille du climat. 31 personnes sont décédées après le passage de Laura. Un mètre d'eau s'est abattu en une semaine. Sur les caniculaires s'affichent dans toute l'Europe occidentale. 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, l'équivalent des Pays-Bas. La dernière décennie est en effet la plus chaude que les deux hémisphères aient jamais connue. 4 degrés a été enregistré, le rejet de 145 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Une accélération de la fonte de la calotte glaciaire et assiste le total des émissions annuelles d'un pays de 40. Et on sait que 90% va à la spéculation. Tous mobilisés pour le La climat. marche pour le climat se veut Ils dénoncent le manque d'ambition du gouvernement. Cette idée est une taxe sur les transactions financières au niveau de les l'Union travaux européenne. d'isolation et surtout de diviser la facture d'électricité par deux. C'est aussi créateur d'emplois, on parle de 900 000 emplois en France. Les agriculteurs doivent travailler main dans la main. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Antonio Guterres a raison, on est sur l'autoroute vers l'enfer et on accélère, on a le pied sur l'accélérateur. Et si on n'est pas capable d'un changement radical, on va vers le chaos. L'été 2023 était le plus chaud jamais vu et tous les mois on bat des nouveaux records, hélas. Le but des accords de Paris était de limiter le réchauffement de la planète à plus 1,5 degré, mais on y est. Est-ce qu'on est capable de comprendre qu'il y a besoin d'une transformation radicale, d'une vraie métamorphose de notre société? Aujourd'hui, le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Le réchauffement climatique est en train de s'aggraver de façon incroyable. Par exemple, les feux de forêt, c'est très facile à comprendre, hélas. Le réchauffement climatique fait qu'il y a de plus en plus de feux de forêt et les feux de forêt font de plus en plus de CO2 qui va accélérer le réchauffement climatique. En 2021, j'avais vu ce graphique qui m'avait vraiment impressionné. C'est en Californie, tous les feux de forêt depuis 1930 et on voit qu'à elle seule, l'année 2020, c'était un tiers des surfaces qui ont cramé en 90 ans. Donc même quand le Covid-19 avait bloqué notre économie, tout le monde disait au moins avec le Covid-19, le CO2 va diminuer, les émissions de CO2 vont diminuer, mais les feux de forêt ont fait plus que compenser. Ce qui fait que le problème vraiment s'aggrave d'année en année. En Australie, il y a eu 440 morts dans les feux de forêt. On n'en a pas beaucoup parlé. 440 morts dans les feux de forêt en Australie en 2020 et cette année, ils ont des inondations terribles, les pauvres. En Sibérie, moi quand j'étais petit, en Sibérie, il faisait froid. On n'entendait pas parler de feux de forêt en Sibérie. Mais là, les canicules à répétition et les températures, on est monté avec des températures extrêmes en 2020, des feux de forêt monstrueux. Depuis 1958, on mesure à Mauna Loa le CO2 dans l'atmosphère. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on connaît la mesure du CO2 dans l'atmosphère. Dans les années 60 et 70, le CO2 augmentait de 0,8 unités chaque année, plus 0,8 unités chaque année. Mais maintenant, depuis 5 ans, le rythme va 3 fois plus vite. Le CO2 dans l'atmosphère augmente de 2,4 unités chaque année. Malgré la COP21, la COP22, la COP23, le CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui augmente 3 fois plus vite que dans les années 60 et 70. Et grâce au travail des glaciologues, grâce au travail des climatologues, et merci à tous ceux et celles qui risquent leur vie, on ne le dit pas, mais il y en a qui meurent au pôle Sud en allant faire des carottes de glace pour mieux comprendre l'histoire du climat. On peut retracer l'évolution du climat et du CO2 depuis 800 000 ans. Depuis 800 000 ans. C'est vrai qu'il y avait des oscillations. Parce que notre petite planète ne tourne pas de façon tout à fait parfaite autour du Soleil, donc il y avait des oscillations dans l'évolution du CO2 et de la température. Mais jamais depuis 800 000 ans, jamais depuis 800 000 ans,
le CO2 n'avait monté au-dessus de 300 ppm. Et là, depuis 50 ans, à cause de notre développement économique, on est en train de détruire un système qui oscillait, qui est à l'équilibre depuis 800 000 ans. En fait, aujourd'hui, on est absolument capable de regarder ce qui se passerait dans un climat non modifié par l'homme, c'est-à-dire en gros ce qu'il y avait en 1900, et le climat actuel dont on sait qu'il a été modifié par l'homme à 100%. Ça a été démontré par les scientifiques. Et en fait, quand on regarde la fréquence des événements, eh bien, on se rend compte, par exemple, que la canicule de juillet 2019, vous savez, celle qui a empêché les élèves de passer leur brevet, elle a, dans un climat modifié par l'homme, 600 fois plus de chances de se produire que dans un climat non modifié. Pour le dire autrement, en 1900, cette canicule, elle aurait été quasiment impossible. Donc le dérèglement climatique, et là, s'il n'y a plus aucun doute, on le voit déjà dans tous nos territoires. L'été dernier, en France, il y a eu 70 départements où les paysans ne pouvaient plus arroser les cultures. 70 départements. Quand j'étais petit, c'était exceptionnel que l'irrigation soit limitée. Il a fallu arrêter les centrales nucléaires. L'été dernier, il a fallu arrêter les centrales nucléaires parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans le fleuve et l'eau était déjà trop chaude quand elle rentrait dans le circuit de refroidissement de la centrale nucléaire. Et les climatologues de Météo France nous disent que si on ne fait rien, si on continue les beaux discours mais aucune action réelle ou marginale, dans 30 ans, on aura très souvent des canicules à 52, 53, 55 degrés en France. Et les scientifiques nous annoncent 150 000 morts chaque année en moyenne à cause des canicules en Europe. Voilà. Ici, à Bruxelles, tout le monde se souvient, il y a 2 ans, des inondations terribles. Il y a eu 200 morts en Belgique et en Allemagne en quelques heures à cause des inondations. C'est l'été, les gens sont heureux, c'est le début des vacances pour beaucoup. Les jeunes, les enfants vont partir dans les camps scouts. Il pleut, il pleut, il pleut et c'est l'horreur. Et il y en a plein qui ne reverront jamais leurs enfants, leurs cousins, leurs maris ou leurs femmes. J'étais à Johannesburg pour travailler sur le climat avec mes collègues députés du Parlement panafricain. Et une amie me disait, pendant qu'on parle tranquillement à Johannesburg, il y en a des millions qui sont en train de mourir de soif et de faim dans la Corne de l'Afrique, en Éthiopie et dans les pays voisins. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est la sécheresse la plus grave jamais vue depuis 1600 ans dans la Corne de l'Afrique. On ne va pas multiplier les exemples. En France, il y a 3 ans, presque jour pour jour, dans la vallée de la Roya, vous vous souvenez de ces images terribles, des fleuves qui débordent, des maisons emportées et presque 20 personnes qui sont mortes ou toujours disparues. Et comme économiste, je montre souvent cette courbe qui vient des sociétés d'assurance, qui montre que le nombre de catastrophes climatiques a déjà triplé en 30 ans. Alors que le réchauffement est seulement de 1,2 degré, le nombre de catastrophes climatiques a déjà presque triplé. Qu'est-ce qui va se passer si on arrive à un réchauffement de 2 ou de 3 degrés? Ce sera l'horreur. Et cette courbe est impressionnante, mais elle sous-estime le problème des pays du Sud. Quand il y a 1000 morts à cause du cyclone Ida, il y a des millions de gens qui ont tout perdu. Il y a les 1000 qui ont perdu leur vie, il y a tous ceux qui vont faire des cauchemars pendant une éternité, mais il y a tous ceux qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur commerce. Tout cela ne sont pas assurés. Donc cette courbe est assez impressionnante, mais elle ne montre que les dégâts dans les pays du Nord. Elle sous-estime une partie importante parce que les pays du Sud sont encore plus touchés que les pays du Nord. Donc il n'y a plus aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique, il n'y a plus aucun doute sur son origine. Il y a 10 ans, Claude Allègre avait sorti un livre où il expliquait peut-être que oui, peut-être que non, il y a un réchauffement, mais on ne sait pas, toutes les courbes étaient faites à main levée. Et un certain nombre de scientifiques, derrière Valérie Masson-Delmotte et d'autres, avaient dit on ne peut pas laisser un ancien ministre mentir comme ça. Et donc il y avait eu plusieurs mois de débat à l'Académie des sciences où tous et toutes pouvaient mettre leurs arguments sur la table. Et à la fin, l'Académie des sciences a voté à l'unanimité, y compris Claude Allègre qui a avalé son chapeau. Là, à l'Académie des sciences a voté à l'unanimité sur le fait qu'il n'y a plus aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique et sur le fait qu'il vient bien des activités humaines. 100% du réchauffement climatique vient de nos activités, du CO2 et du méthane qu'on dégage. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, ce n'est pas un astéroïde qui arrive et qui provoque une catastrophe. C'est notre modèle de développement qui a amené au réchauffement climatique. Et si on transforme notre modèle, on peut stopper ce réchauffement climatique et retrouver une société beaucoup plus équilibrée. J'en suis persuadé, il n'y a aucune fatalité, on peut encore s'en sortir. Mais ça suppose de dire la réalité, de dire la vérité et de comprendre l'urgence. Je suis député européen depuis 4 ans et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours pour obtenir plus d'argent pour le climat. Et certains journalistes me disaient, mais on n'a jamais vu ça. Un député européen, le rapporteur général du budget qui fait une grève de la faim pendant 18 jours, mais pourquoi un tel engagement ? Et je leur disais que mon engagement vient sans doute d'un voyage à Bamako. J'avais été invité par des climatologues et des ONG africaines pour travailler sur la question du climat. Et j'avais rencontré des jeunes climatologues en particulier qui parlaient du sida climatique. Ils ne parlaient pas du réchauffement climatique, ils parlaient du sida climatique en disant que si on continuait le blabla et si on continuait l'absence de vraies politiques, le dérèglement climatique allait faire des
catastrophes, des millions de morts, de même que le sida, le VIH avaient provoqué des catastrophes. Et ça m'avait vraiment frappé ce que j'avais vu à Bamako. Et quand j'étais revenu, il m'avait fallu plusieurs semaines pour retrouver le sommeil. Je faisais des cauchemars très souvent. Et je voyais cette image très connue, cette petite fille qui fuit les combats au Vietnam. Et je pense que si on ne fait rien de sérieux, de notre vivant, on va connaître le chaos. De notre vivant, on va connaître des conflits monstrueux. On va connaître des gens qui se battent parce qu'il n'y a pas d'eau pour tout le monde. On va connaître des millions de gens qui doivent quitter le pays où ils sont nés parce qu'ils ont le choix entre mourir sur place ou essayer de traverser la Méditerranée. On va connaître des choses terribles et on va se détester. Si on va se dire, purée, on savait qu'il y avait ce réchauffement, on savait quelles sont les solutions, on n'a pas été capable de mettre en place les bonnes politiques et nos enfants vont nous détester. Si on continue le blabla, si on n'est pas capable d'un sursaut, nos enfants vont nous détester, ils vont nous jeter des cailloux et ils auront raison. Donc aujourd'hui, il faut absolument provoquer un sursaut, il faut absolument changer de braquet et ça suppose d'abord de dire la vérité. Et quand Emmanuel Macron dit, on a déjà fait la moitié du chemin, du genre c'était pas si compliqué, on est en bonne voie, c'est faux. Nous avons, durant les 5 dernières années, réduit nos émissions de CO2 2 fois plus vite qu'auparavant. Et là où on les réduisait environ d'1% par an, on les a réduites de 2% par an entre 2017 et 2022. Et donc, au fond, si on prend l'effort total depuis 1990, on a fait la moitié du chemin. Avant d'être député européen, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui m'a demandé de rentrer au Haut Conseil pour le climat. Et la première chose qu'on a faite, c'est le bilan carbone de la France. Alors c'est vrai que si on ne tient compte que du CO2 émis sur le territoire national, on peut se rassurer en disant on a déjà baissé de 25% le CO2 par rapport au maximum. On fait tous des efforts et puis aussi une bonne partie de l'industrie lourde est partie ailleurs. Et du coup, si on tient compte, y compris des produits importés venus d'ailleurs et en particulier de la Chine, on voit hélas qu'il n'y a aucun progrès dans le bilan carbone de la France. Hélas, ce sont les chiffres du ministère du Climat, repris dans le journal Les Échos. Le bilan carbone complet de la France n'a pas du tout diminué, donc on n'a pas du tout fait la moitié du chemin. On peut le vérifier sur un aspect très concret, notre consommation d'essence. On voit sur ce graphique la consommation d'essence en France depuis 30 ans, essence et gasoil. Il n'y a aucune diminution, sauf pendant 1 an à cause du Covid-19, mais sinon il n'y a aucun progrès. Donc quand Emmanuel Macron nous dit « on a fait la moitié du chemin », hélas, non. C'est faux. Je préférais le Emmanuel Macron qui, il y a 6 ans, disait en ouvrant le One Planet Summit, on est en train de perdre la bataille, on le sait. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et on sait à chaque fois un peu plus. On est en train de perdre la bataille? Non, ça n'est pas inéluctable. Il faut gagner la bataille, mais ça suppose d'écouter vraiment les scientifiques ou d'écouter Greta Thunberg qui nous dit à quoi ça sert de nous envoyer au lycée pour qu'on fasse des heures de mathématiques, de sciences physiques, si on n'écoute pas les meilleurs scientifiques qui nous alertent depuis 30 ans. Et les scientifiques nous disent que bientôt il sera trop tard, qu'on peut encore agir aujourd'hui, mais que bientôt il sera trop tard à cause de ces cercles vicieux qui accélèrent le problème. On connaît tous des gens qui se battent contre le cancer, et fort heureusement, aujourd'hui, on peut guérir, on peut sauver plus de la moitié des cancers. On guérit définitivement, heureusement, plus de la moitié des cancers. Mais si on tarde trop à agir, si on laisse faire, eh bien, il y a un moment où il est trop tard. On ne peut plus guérir la maladie, on peut juste accompagner la personne jusqu'à la fin de sa vie. Pour prendre un exemple moins sinistre, je me souviens quand j'étais petit et que je faisais du toboggan à Toulouse, il y avait des toboggans à 2 vitesses différentes. Au début, ça allait encore assez lentement. Et si on avait la trouille, on pouvait s'arrêter et remonter et revenir en arrière. Mais il y a un moment où le toboggan allait très vite et là, personne ne pouvait s'arrêter. Et donc les scientifiques nous disent qu'on est dans ce moment où on peut encore limiter très fortement. On aura des moments difficiles, on ne va pas stopper le réchauffement du jour au lendemain, mais on peut encore éviter le chaos. Mais si on attend trop longtemps, on ne pourra plus le faire. En Allemagne, c'est la Cour constitutionnelle, la Cour de Karlsruhe, qui a rendu une décision très importante pour dire tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut la neutralité carbone en 2050, mais ce qui compte, c'est ce qu'on aura fait pour de vrai sur le CO2, sur le méthane avant 2030. Parce que ce qu'on n'aura pas fait avant 2030, ce sera très compliqué après. Et on devra mettre en place des mesures de restriction qui seront très pénibles, y compris pour les libertés fondamentales. Donc, y compris la plus haute autorité allemande dit on se fait plaisir en parlant de la neutralité en 2050. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant, ce qu'on aura fait concrètement pour limiter le CO2 et le méthane avant 2030. On a un peu l'impression quand même d'avoir le nez sur le guidon à quelques encablures des échéances. Est-ce qu'on n'a pas manqué de réflexion en amont? Est-ce que les politiques, est-ce que les administratifs n'ont pas tardé à anticiper tout cela finalement? On croyait que c'était pour l'avenir lointain. C'est-à-dire, c'est pas vrai que les gens ne s'en préoccupaient pas, mais ils pensaient que c'était pour après-demain. En fait, c'est pour aujourd'hui. Et ce qui se passe là,
en ce moment, c'est qu'on réalise brutalement que c'est pour aujourd'hui. Et si on veut agir avec force dès maintenant et le maximum avant 2030, il faut trouver les financements. On dit souvent que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut trouver des financements pour rénover nos maisons, faire des transports en commun, aider les agriculteurs, aider les pays du Sud. Aujourd'hui, une question clé, c'est comment on trouve des financements pour les politiques climat. La présidente de la commission, Mme von der Leyen, nous disait que c'était sa priorité d'agir pour le climat. Elle faisait le parallèle avec Kennedy, le discours de Kennedy, « We choose to go to the moon ». Nous avons décidé d'aller sur la Lune. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Mais le discours de Kennedy, ce n'était pas seulement un discours. Quand Kennedy dit « We choose to go to the moon », nous avons décidé d'aller sur la Lune, il a vraiment décidé. Et il y met le budget. Le budget de la NASA va être multiplié par 15 en 5 ans. Le budget est multiplié par 15, on crée 400 000 emplois et les États-Unis ont gagné la Lune plus vite que prévu. Nous parlons tous du Green New Deal, par allusion au New Deal de Roosevelt. C'est une très belle image. Mais quand Roosevelt arrive, il se donne les moyens d'un vrai New Deal qui va créer des millions et des millions d'emplois et qui va rendre l'espoir au peuple américain. Roosevelt multiplie par 3 le budget fédéral. Le budget fédéral est multiplié par 3 en quelques années et ça marche. Est-ce que Kennedy et Roosevelt étaient fous? Est-ce que Kennedy et Roosevelt ont ruiné les États-Unis? Bien sûr que non. C'était des grands leaders qui avaient un vrai projet pour leur pays et qui se sont donné les moyens de casser des tabous et de trouver des financements. Ils n'ont fait aucun mal à leur pays. Au contraire, ils ont ravivé l'espoir de millions. Oui, une des questions clés aujourd'hui, si on veut gagner la bataille du climat, c'est comment trouver des financements. Une vraie rénovation thermique, c'est à peu près 40 000 €. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 €. Un autre exemple, dans mon coin des Pyrénées, il n'y a aucun transport en commun. Tous ceux et celles qui ont un travail doivent prendre la voiture pour aller à Pierrefitte ou à Argelès. Il n'y a aucun transport en commun. Donc si la seule réponse est d'augmenter le prix de l'essence, on comprend qu'ils soient furieux. Un autre exemple, c'est les agriculteurs. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun climato-sceptique chez les paysans. Il y a quelques années, la récolte de blé a perdu 30% à cause des inondations. Maintenant, c'est des sécheresses et une partie des paysans doivent tuer une partie de leur troupeau à la fin de l'été parce qu'il n'y a plus de foin. Il n'y a quasiment plus aucun climato-sceptique chez les agriculteurs, mais ils disent qui c'est qui va nous aider financièrement pour transformer nos modes de production. Donc il y a une question clé, comment trouver de l'argent. Et si on a compris l'urgence climatique, si on a compris qu'il n'est pas trop tard pour agir, et si on a compris même que ça peut être une bonne nouvelle, rien qu'en France, on pourrait créer 900 000 emplois si on prend au sérieux la question du climat. Dans la rénovation thermique, dans les transports en commun, dans les énergies renouvelables, dans l'agriculture. Avant d'être député, j'ai travaillé pendant des années avec le grand climatologue Jean Jouzel pour faire connaître toutes ces solutions. Et l'ADEME déjà nous soutenait et disait oui, ce que disent Jouzel et Larouturou, c'est solide et on pourrait créer 900 000 emplois en France. Donc ça peut être vraiment une bonne nouvelle, 900 000 emplois créés et puis des économies. Le jour, je voyais ce monsieur à qui on a isolé son immeuble, il disait j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage et si en plus, grâce au transport en commun, il gagne 200 ou 300 € sur ses dépenses de transport, on pourrait dire que grâce aux politiques climat, il a gagné 1 000 € de pouvoir d'achat chaque année. Donc ceux qui vous disent il faut choisir entre le climat et la justice sociale n'ont rien compris. On doit en même temps avancer sur le climat et sur la justice sociale et c'est possible si on trouve des financements importants. Voilà pourquoi, avec des centaines de personnalités, des climatologues, des jeunes engagés pour le climat, des députés de 5 familles politiques, on a publié un appel dans la presse européenne avec 3 solutions concrètes pour financer la bataille du climat. Donc il n'y a pas de baguette magique, mais il n'y a pas non plus de fatalité. On peut gagner la bataille du climat, on peut trouver les financements nécessaires, mais pour ça, il faut agir sur 3 leviers en même temps. Premièrement, c'est utiliser autrement l'argent de la Banque centrale européenne. Restez là, vous allez tout comprendre. Beaucoup de gens se disent, les questions monétaires, je ne comprends rien, vaut mieux pas que je m'en mêle. Et moi, jusqu'à il y a 6 ou 7 ans, je ne comprenais rien. Même quand j'étais étudiant à Sciences Po, je ne comprenais rien. Mon cerveau se rétrécissait dès qu'on parlait des questions monétaires. Tout est fait pour le présenter de façon compliquée. On parle de quantitative easing. Les gens se disent, mais le quantitative easing, je ne sais pas ce que c'est. Donc si je parle, je vais être ridicule. Je laisse faire les spécialistes. En fait, les questions monétaires sont souvent très simples. Le quantitative easing, quand j'étais petit, on appelait ça la planche à billets. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment des planches qui fonctionnaient, y compris en France, je crois que c'est à Chamalières qu'on faisait les billets, on imprimait de la monnaie. Aujourd'hui, c'est surtout des ordinateurs, mais c'est pareil, c'est de la création monétaire. La Banque centrale européenne peut décider qu'elle crée de la monnaie. Quand il y a eu la crise en 2008, il a suffi de quelques semaines pour que la Banque centrale mette 1 000 milliards pour sauver les banques. Et donc on disait,
Heureusement qu'on l'a fait en 2008, hein. Heureusement qu'on a sauvé les banques, mais on disait peut-être qu'on pourrait faire pareil pour sauver le climat. Et certains nous disaient, vous êtes sympa, mais ça n'est pas possible, la BCE l'a fait une fois, elle ne voudra jamais le refaire. Et puis, en fin 2014, il y a un tabou qui est tombé, et la BCE voit que la croissance ralentit partout, que même l'Allemagne a eu un trimestre avec un PIB qui recule, et donc en fait la BCE annonce un truc que personne ne voyait, beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas possible, elle annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Et en plus de ce quantitative easing de routine, en plus, elle fait de temps en temps des TLTRO. S'il y a des élus locaux dans la salle, ils vont faire un malaise, parce que dans chaque village de Belgique ou de France, on passe des heures pour trouver 1000 euros par-ci ou par-là, ou 10 000 euros pour équilibrer le budget. Et là, vous voyez, en mars 2017, en une seule journée, la Banque centrale a créé 233 milliards d'euros qu'elle a donnés à taux négatif aux banques, en espérant que les banques vont relancer l'activité. Le bilan qui a été fait de ce quantitative easing, de ces 2600 milliards, c'est qu'à peu près 11% qui est allé dans l'économie réelle, 11%, et presque 90% qui est allé sur les marchés financiers, avec un niveau de spéculation très important. Depuis le début de la crise du Covid, la Banque centrale européenne a fait des choses très très bien pour éviter que les États membres soient attaqués par les spéculateurs, pour éviter que l'Italie ou l'Espagne soient étranglés par des taux d'intérêt trop importants. Oui, il y a eu des centaines de milliards prêtés aux PME, aux entreprises pour ne pas faire faillite, donc évitons les caricatures. Mais quand même, quand le 18 juin 2020, la Banque centrale annonce qu'elle va créer 1300 milliards, qu'elle prête 1300 milliards. 1300 milliards en un jour, à taux négatif aux banques, sans aucun contrôle. Vous et moi, quand on a besoin d'argent, on va voir le banquier, s'il faut refaire la salle de bain, s'il y a un problème, s'il faut acheter une voiture. Là, quand on a besoin d'argent, on va voir le banquier, on négocie, on est content si on a un taux d'intérêt à 2% ou à 2,5%. Là, les banques sont à taux négatif. Il suffit de dire « j'en veux un peu », on a gagné de l'argent. Et là, en une journée, 1300 milliards donnés aux banques sans aucun contrôle. 3 mois plus tard, Donald Trump triomphe en disant « regardez, les marchés financiers sont à un niveau jamais vu ». I just noticed on television that Nasdaq, that's a big deal. Nasdaq hit an all-time record today, the highest price ever. Et ça continue. En juillet 2023, à la Bourse de Paris, le CAC 40 battait encore un nouveau record historique. Des marchés financiers à des niveaux jamais vus et toujours plus de dettes. Pour maintenir un semblant de croissance aux États-Unis, en 2023, Joe Biden a dû mettre 2000 milliards de dettes, 2000 milliards de dettes supplémentaires en un an. Le système est vraiment à bout de souffle. Comme un drogué qui a besoin tous les jours d'une dose de plus en plus importante, un système économique où il y a toujours plus d'inégalités, toujours plus de précarité, a besoin de toujours plus de dettes pour maintenir un peu de croissance. Et ça fait un moment que le FMI nous prévient. Le FMI s'inquiète d'une nouvelle crise financière qui pourrait avoir des conséquences 10 fois plus graves que la crise financière de 2008. On est comme le lapin qui voit le camion arriver et si on ne réagit pas, on sait bien qu'on va se prendre la double crise. On nous a dit à l'école qu'on était des Homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, mais parfois on se demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. Parce que le GIEC... Et puis il y a quelque chose d'obscène, d'indécent, à nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour l'isolation des bâtiments, il n'y a pas d'argent pour l'agriculture ou les transports en commun, alors qu'il y a eu 1300 milliards donnés aux banques sans aucun contrôle à taux négatif. Donc ce que dit cet appel, c'est que l'argent de la Banque centrale européenne, au lieu d'aller n'importe où sans aucun contrôle et pour l'essentiel à la spéculation, il devrait être fléché, il devrait être à 100% mis dans l'économie réelle et pour l'essentiel pour réussir la bataille du climat, de la santé et de l'emploi. Quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de 6 mois pour qu'on crée une banque. Mitterrand et Kohl ont compris qu'il y avait une urgence et qu'en 6 mois, ils ont créé une banque, la BERD, bravo, pour financer la transition de la Pologne, de la Tchécoslovaquie. Donc vraiment, au-delà des aspects techniques, je répète, tous les mois, il y a 80 milliards qui sont disponibles, seulement la moitié. Si on mettait seulement la moitié, 40 milliards par mois sur le climat et la biodiversité, on pourrait gagner la bataille et on créerait massivement des emplois. Deuxième solution, c'est stopper les investissements fossiles. On ne peut pas continuer à avoir des banques ou des assurances qui mettent autant d'argent dans les investissements fossiles. Le dernier rapport qui est sorti montre qu'en 2020 encore, y compris les banques françaises, sont parmi les champions du monde. On est champion du monde au football, on est content, mais quand on voit que BNP Paribas ou Société Générale sont des champions du monde pour le financement des investissements fossiles, c'est un scandale. Dans toute leur communication, elles montrent qu'elles ont une filiale qui a fait un truc très sympa dans les énergies vertes, mais le bilan, c'est qu'on continue à mettre des centaines de milliards pour faire du charbon, pour faire du gaz, pour foutre en l'air notre avenir. Alors la banque française, qui est classée parmi les pires banques depuis donc 2016, les pires banques dans le monde, bien je vous le donne en mille, c'est toujours
La BNP Paribas, elle est à plus de 100 milliards d'euros, suivie encore une fois de la Société Générale et du Crédit Agricole. C'est 130 milliards de dollars de financement qui ont été accordés par les grandes banques françaises à l'expansion des énergies fossiles, donc au développement de projets comme des nouveaux champs pétroliers ou des terminaux d'exportation de gaz, depuis que l'accord de Paris a été signé à Paris en 2015. Donc c'est beaucoup d'argent qui ne va pas aujourd'hui à la transition, aux besoins pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Donc il faut stopper ça. Voilà. On a déjà avancé au niveau européen pour ce qu'on appelle une taxonomie, dire qu'est-ce qui est bien pour la planète, qu'est-ce qui est neutre et qu'est-ce qui est mauvais pour la planète. Mais pour le moment, c'est facultatif, ça n'a pas de valeur contraignante. Et donc, on est un certain nombre à se dire qu'il faut aller beaucoup plus loin. On ne peut pas juste chaque année faire le bilan de la catastrophe qui vient et dire que les banques françaises sont championnes du monde. Bravo pour le greenwashing et pour les investissements fossiles. C'est juste destructeur et nos enfants nous enverront des cailloux dans la tête dans 10 ans ou dans 20 ans si on continue à accepter ce scandale. Les chiffres ne sont pas contestés quand même. Société Générale ou BNP Paribas ne contestent pas ces chiffres. Donc, c'est un vrai scandale. Et en mai 2021, l'Agence internationale de l'énergie, la plus haute autorité au niveau mondial de l'énergie, a dit « Si on veut éviter un avenir apocalyptique, il faut stopper immédiatement tous les nouveaux forages de pétrole. » Bien sûr, on a encore besoin d'essence pour nos voitures, mais avec tous les forages existants, on a assez d'essence pour les 20 ans qui viennent. Et l'Agence internationale de l'énergie dit « On stoppe tous les nouveaux forages ». Et on met en place des politiques de transport en commun et des politiques d'énergie renouvelable pour, en 20 ans, se transformer complètement. Donc oui, c'est possible, mais hélas, malgré tout, les grandes entreprises pétrolières, Total et les autres, continuent à vouloir faire des nouveaux forages. Total, avec des partenaires chinois et ougandais, vient de démarrer le chantier de son méga-projet. Son nom, Tilenga ICOP. 400 puits de pétrole forés au nord du pays, au bord du lac Albert. Ce projet devrait rejeter 34 millions de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère, soit l'équivalent des émissions annuelles de 13 millions de voitures. Pour réaliser cet ouvrage titanesque, 100 000 personnes seront expropriées. Pendant l'été 2022, avec d'autres députés, je suis allé en Ouganda pendant 9 jours pour rencontrer tous ceux et celles qui se battent contre le projet de méga pipeline ICOP. Et après ça, l'ensemble du Parlement européen a voté une résolution pour dire qu'on arrête les forages dans le parc naturel de l'Ouganda et qu'on arrête ce pipeline. Members of European Parliament on Thursday delivered a slap to French oil giant Total Energies. They voiced their grave concern about human rights violations in Uganda and Tanzania. Pierre Larrouturou, vous êtes à l'initiative d'une résolution d'urgence qui a été adoptée par le Parlement européen. C'était en septembre 2022. Qu'est-ce que vous attendez de Total ? La résolution demande 3 choses. Arrêter définitivement le forage pétrolier dans le parc naturel et toutes les zones protégées. Donner de l'argent à toutes les familles qui souffrent depuis 4 ans. Et puis stopper pendant 1 an ce projet pour partir sur un projet alternatif avec des énergies renouvelables. Mais hélas, Total continue. Voilà pourquoi on met une pression juridique. Avec 3 autres associations, j'ai porté plainte contre Total au pénal pour dire qu'ils savent qu'on va vers des catastrophes climatiques, ils continuent d'agir, il y a homicide involontaire, mais on demande aussi un traité de non-prolifération des énergies fossiles pour stopper les 500 bombes climatiques qui se préparent. Le pipeline ICOP n'est qu'une des 500 bombes climatiques. Il faut un traité de non-prolifération, stopper immédiatement tous les nouveaux forages de pétrole, et pour ça aussi, il faut trouver de l'argent. Parce que si M. Pouyanné, le patron de Total, a convaincu les Ougandais de faire ce pipeline, c'est qu'il leur a promis de l'argent. Donc si on veut que le pétrole et le gaz restent dans le sol, il faudra trouver de l'argent pour aider les pays du Sud. Donc comment faire? Nous, on s'inspire de ce qu'a fait Barack Obama, parce qu'on aime bien être dans le concret, dans ce qui est possible. Tout n'est pas possible, mais il y a quand même des choses qui peuvent être efficaces. Barack Obama, quand il était président des États-Unis, à l'époque, ce n'était pas tellement pour agir pour le climat qu'il avait fait ça, c'était pour lutter contre l'évasion fiscale. Et Obama avait fait ce qu'on appelle la loi FATCA. La loi FATCA, c'était très simple. Un enfant de 10 ans pouvait comprendre. Obama a dit « Aucune banque ne pourra travailler sur le territoire américain si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc américain, pour ceux qui s'occupent des impôts, pour toutes les activités à travers le monde, pour tous ceux qui sont ressortissants américains. » Les banques étaient furieuses. Il y a eu 1 an de bras de fer et Barack Obama et les élus du peuple ont tenu bon et la loi FATCA a été votée et 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, elle s'applique. Les banques n'ont pas renoncé au marché américain et donc ou bien elles étaient transparentes ou bien elles avaient une amende terrible qui allait les tuer. Et des milliards sont rentrés dans les caisses du fisc américain. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une loi FATCA climat au niveau européen et dire aucune banque,
Aucune assurance ne pourra continuer à travailler sur le territoire européen si elle continue ses investissements fossiles. Et on donne un calendrier, dire dans 5 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, il faut respecter ces règles. La loi FATCA Climat qu'on propose, c'est premièrement être transparent sur toutes les activités de toutes les filiales à travers le monde. Deuxièmement, stopper les investissements fossiles. Et troisièmement, nettoyer le bilan, c'est-à-dire que l'argent qu'on avait mis il y a quelques années dans un investissement fossile, le sortir pour aller vers ce qui est bon pour la planète. Et donc ce monsieur qui est très haut placé dans un grand groupe d'assurance m'a dit c'est tout à fait possible en 5 ans, mais on ne le fera jamais spontanément. Donc ou bien il y a une règle européenne qui nous oblige, ou bien ça ne se fera pas. Quelqu'un d'autre qui est dans la banque me dit dans la banque, en 5 ans, c'est trop dur, il nous faudra 7 ans ou 8 ans. OK, parlons du calendrier, mais prenons une décision très vite pour qu'elle s'applique dans 5 ans ou dans 6 ans et que l'ensemble des banques et des assurances, c'est des centaines de milliards d'investissements, c'est des centaines de milliards, changent leur comportement. Et puis troisièmement, il faut des subventions. Si on veut que chacun de nous puisse isoler sa maison, si on veut qu'il y ait des transports en commun, y compris dans des zones où il n'y a pas beaucoup de densité, où les transports en commun ne seront pas très rentables à court terme, si on veut aider chaque agriculteur, chaque PME pour faire les travaux qui sont nécessaires pour transformer son modèle, il faut qu'il y ait des subventions massives. Au total, au niveau européen, la Commission européenne dit qu'il faut 600 milliards chaque année, publics et privés. Une bonne partie de l'argent peut venir de la Banque centrale européenne, des banques et des assurances privées, mais il faut qu'il y ait des subventions. Les 150 citoyens qui ont travaillé pour proposer des solutions disaient qu'il faut un cadre légal et dire dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées. Toutes les maisons, tous les appartements, toutes les écoles, toutes les universités doivent être isolées. Le gouvernement n'a pas voulu en disant on ne sait pas comment le financer, on a peur que les gens gueulent. Une bonne isolation, c'est 30 000 ou 40 000 euros. Et effectivement, si on rend obligatoire l'isolation des maisons et que chaque famille doit trouver 30 000 euros, ça va grogner, c'était une évidence. Mais la solution, ce n'est pas de rien faire, la solution, c'est de trouver de l'argent pour aider les gens. Donc c'est pour ça qu'on se bat au niveau européen pour trouver des nouveaux financements, parce qu'on a entendu les gilets jaunes, ce n'est pas à ceux et celles qui gagnent 1 000 ou 1 500 ou 2 000 euros par mois de payer l'addition pour financer le plan de relance ou pour financer l'action pour le climat. Comme député européen, j'ai été choisi comme rapporteur général du budget. Et puis je suis aussi shadow rapporteur sur le financement du plan climat. Et on se bat en disant il n'y a pas de baguette magique, mais on peut trouver de l'argent pour aider chaque famille, aider chaque collectivité, aider chaque PME, aider chaque agriculteur. Le Parlement européen met en avant 4 ou 5 solutions principales. Je ne vais pas les développer toutes. Moi, je défends par exemple l'idée de Thomas Piketty et de Gabriel Zucman d'un impôt sur les milliardaires. Une taxe sur les milliardaires. Soyons concrets. Je ne vous parle pas de ceux et celles qui ont accumulé 100 000 euros ou 200 000 euros parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Eux, on ne leur demandera pas d'efforts supplémentaires. Je ne vous parle même pas de ce monsieur qu'on voit toujours à la télé dès qu'il y a un débat sur l'ISF parce qu'il a reçu en héritage une petite maison sur l'île de Ré et avec le prix qui a flambé, maintenant il a un peu plus d'1 million. Gabriel Zucman ou Thomas Piketty nous disent qu'on peut taxer les milliardaires, les gens qui ont plus de 1 milliard de capital accumulé ou les gens qui sont multimillionnaires. Le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. Triplé en 10 ans en Europe. On peut leur demander un petit effort, ils n'en mourront pas. Donc Gabriel Zucman et Thomas Piketty ont fait des calculs très concrets, très précis, et personne ne les remet en cause, avec une petite participation de 1% au-delà d'un certain volume. Ça ferait 150 milliards chaque année. Et avec 150 milliards, on aurait de l'argent pour le climat, pour les hôpitaux, pour l'emploi. 150 milliards, ce serait super. Mais pour le moment, on n'a pas réussi à convaincre le Parlement. Et en octobre 2023, Thomas Piketty, Aurore Lalucq, Paul Magnette ont lancé, avec des amis d'autres pays, une initiative citoyenne européenne pour obliger la Commission européenne à agir vraiment sur la taxe sur les milliardaires. Dans un pays comme la France, qui est pourtant réputé pour avoir un niveau élevé de taxation, les super riches ne sont taxés qu'à hauteur de 0,2%. En gros, ils sont largement moins taxés que la classe moyenne. C'est insoutenable d'un point de vue démocratique, d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Donc je vous invite tous et toutes à prendre 2 minutes pour signer cette initiative citoyenne. Mais quelque chose qui est déjà consensuel au sein du Parlement, 70% des députés européens le soutiennent, et c'est pour ça que j'ai fait une grève de la faim pour insister là-dessus, c'est dire qu'il est possible de taxer la spéculation. Une taxe sur la spéculation, une petite taxe sur la spéculation, pourrait rapporter chaque année entre 50 et 60 milliards d'euros. L'idée de la taxe sur les transactions financières, c'est très simple. Vous et moi, quand on fait des courses, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. 20%. Et même pour l'alimentation fondamentale, même les gens les plus pauvres, les gens qui vivent avec le minimum vieillesse ou les SDF, doivent contribuer au financement des services publics en payant 5,5% de TVA. Mais par contre, pour les marchés financiers, c'est 0,0%.
0,0% de taxe sur les transactions financières. Est-ce que c'est parce que c'est encore plus important que l'alimentation? Est-ce que c'est parce que c'est des gens encore plus pauvres? La réponse est non. C'est juste que le lobby bancaire, jusqu'à maintenant, a bloqué l'idée de taxer la spéculation. Donc l'idée de la taxe sur la spéculation, c'est une idée de bon sens. C'est une idée, 70% des Français, 80% des Allemands sont d'accord pour dire qu'on peut demander un effort à ceux qui ne payent jamais. On peut demander un effort à ceux qui font des millions de bénéfices sur les marchés financiers. Et quand Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont absolument voulu faire passer la réforme des retraites pour dégager des marges de manœuvre financières, eh bien, je pense qu'il vaut mieux taxer la spéculation plutôt que de baisser le niveau de vie des retraités. Je rappelle, en France, le niveau moyen des retraites, c'est 1 400 € par mois. 1 400 € par mois, tandis que sur le site de BNP Paribas, on voit que les traders gagnent 24 000 par mois. Un trader gagne 24 000 par mois, sans compter les bonus. Donc s'il y a quelqu'un qui doit faire un effort, c'est plutôt un ou une trader à 24 000 par mois plutôt qu'un retraité à 1 400 par mois. Donc oui, la taxe sur la spéculation, c'est une idée importante, ça fait 10 ans qu'elle est sur la table. L'autre jour, j'ai montré à la ministre allemande les 1500 pages de l'étude d'impact. Tout est prêt techniquement, même s'il n'y a que 10 ou 12 pays qui commencent. On a obtenu que la Commission européenne valide la stratégie proposée par le Parlement en disant qu'il n'y a pas besoin de l'unanimité. Beaucoup de gens vous disent que l'Europe c'est foutu, on n'y arrivera jamais parce qu'il faut l'unanimité des 27. Il y a certains sujets sur lesquels il faut l'unanimité, mais pas pour taxer la spéculation. La Commission européenne a validé ce qu'on dit. On peut y aller en groupe pionnier, en coopération renforcée avec juste 10 ou 12 pays. Donc malgré la crise économique, une taxe sur la spéculation peut être efficace. Malgré le Brexit, elle rapporterait chaque année 50 ou 60 milliards d'euros. Et avec 50 ou 60 milliards d'euros, on peut isoler un bon paquet de maisons, on peut faire des transports en commun, on peut aider un bon paquet d'agriculteurs, on peut créer des centaines de milliers d'emplois. Donc il n'y a pas de baguette magique. Il faut continuer à se battre pour la taxe sur les milliardaires, il faut continuer à se battre pour d'autres solutions. Mais celle qui est sur la table aujourd'hui, c'est la taxe sur la spéculation. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de vraiment scandaleux. En France, on explique qu'on n'a pas d'argent pour la loi climat, mais c'est la France qui bloque la négociation sur la taxe sur la spéculation. J'ai là sous les yeux la lettre du ministre autrichien des Finances, le ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel, qui explique que la taxe sur la spéculation proposée par la France fait que 99% des volumes ne seraient pas taxés. 99% des volumes ne seraient pas taxés. Et il dit clairement dans le dernier paragraphe que si c'est la vision française, la version française de la TTF qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Ce monsieur n'est pas un gauchiste, un communiste avec le couteau entre les dents, c'est la droite autrichienne, voilà. Et y compris en Allemagne, c'est le ministre CSU d'Angela Merkel, qui est la CSU, donc la droite bavaroise, qui dit qu'il est temps de relancer la négociation sur une vraie taxe sur la spéculation qui rapporterait 60 milliards chaque année. Il a publié une étude il y a quelques mois de l'Institut de Kiel für l'économie internationale, un institut très connu en Allemagne, qui dit que avec ce qui est sur la table dont on parle depuis 10 ans, malgré le Brexit, malgré la crise économique, on pourrait avoir 60 milliards de plus chaque année. Et le ministre CSU dit à Angela Merkel qu'il faut avancer pour avoir de l'argent pour le climat et l'emploi en Europe et aussi pour avoir un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Donc il y a quelque chose de scandaleux, c'est la France qui bloque. Il y a des pays qui avaient bloqué jusque-là qui ont changé. Par exemple, la Belgique avait bloqué la négociation il y a quelques années et maintenant elle dit qu'elle est d'accord. Il y a d'autres pays comme la Pologne, comme le Danemark qui peuvent évoluer. Le Premier ministre polonais, je ne suis pas toujours d'accord avec les Polonais, mais dans le Financial Times, le Premier ministre polonais a dit qu'il était d'accord pour une taxe sur les transactions financières, mais encore et toujours, c'est la France qui bloque. Et là, c'était le cas sous François Hollande et Michel Sapin, et c'est toujours le cas avec Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Donc quelque chose de scandaleux pour dire que c'est le même gouvernement qui bloque la négociation au niveau européen pour la taxe sur la spéculation, mais qui dit en France qu'on n'a pas d'argent pour isoler les maisons, on n'a pas d'argent pour les transports en commun, on n'a pas d'argent pour l'agriculture. Je répète, il n'y a pas besoin d'unanimité, il suffit qu'il y ait quelques pays qui avancent. Et aux États-Unis, le débat est le même. Joe Biden se pose la question de savoir comment financer son Green Deal, son plan climat. John Kerry, celui qui s'occupe du climat, est venu il y a quelque temps à Bruxelles. Ce qui se passe en Europe est regardé, ce qui se passe en France est regardé. I still think we should do that. That doesn't raise the kind of money. I think we should have a financial transaction tax. Créer enfin une taxe sur la spéculation, c'est une demande très forte de l'ensemble du Parlement européen, sauf l'extrême droite. Mais j'ai eu la chance en 2023 d'être invité 2 fois à Johannesburg devant le Parlement panafricain et d'expliquer ces idées à mes collègues du Parlement panafricain. Et l'idée a été reprise par le président du Kenya, William Ruto, au nom de tous les dirigeants africains. William Ruto, en juin, a demandé à Emmanuel Macron, lors du sommet de Paris, de mettre en place cette taxe sur les transactions financières. The European Parliament have agreed on the financial transaction tax. We do not want to be
the business of the Europeans. We want a global financial transaction tax where even us from the African continent, we pay. So that once we raise the money globally, once everybody pays, if it is 1%, let all of us pay 1%. C'est aussi la demande des jeunes engagés pour le climat, que ce soit en Europe ou en Inde, qui se battent pour des ressources et qui disent il est temps de créer une taxe sur les transactions financières. Au niveau mondial, une étude faite pour le G20 affirme qu'une taxe sur les transactions financières pourrait rapporter jusqu'à 650 milliards chaque année. 650 milliards. Donc obtenir la taxe au niveau européen, ce n'est qu'une première étape, mais c'est une étape décisive. On parle souvent de l'effet domino pour des catastrophes. S'il y a une banque qui fait faillite, ça fait faire faillite à d'autres banques. Mais l'effet domino, il peut être aussi positif. Je suis persuadé que si l'Europe fait un vrai plan climat avec des vrais financements et qu'on voit que c'est une bonne nouvelle, que le climat, ce n'est pas juste un problème, qu'on peut créer des emplois dans tous les secteurs, dans le bâtiment, dans la recherche, dans les transports, dans l'innovation, si on voit qu'on va créer des emplois, qu'on aura plus de gens au boulot avec un vrai salaire, plus de gens qui vont cotiser pour les caisses de retraite, si on voit qu'on peut respirer un air plus pur, avoir une alimentation plus saine, si on le fait en vrai, non pas dans un colloque ou dans un bouquin, mais si la France et l'Europe montrent qu'un autre modèle est possible et que c'est plutôt une bonne nouvelle, il y aura un effet d'entraînement. Ça donnera envie aux États-Unis, à Joe Biden ou à John Kerry de faire pareil. Ça donnera envie au Japon de faire pareil. Donc si on se donne les moyens d'avoir du courage, quitte à casser quelques tabous, quitte à taxer un peu la spéculation en France, en Europe, on peut penser qu'il y aura un effet positif, un effet domino positif. Par contre, si on se contente de beaux discours, si c'est du greenwashing, si au niveau européen on a fait des grands discours mais qu'on ne se donne pas les moyens de gagner la bataille pour de vrai, on peut penser qu'aux États-Unis, ça va renforcer les climato-sceptiques et ceux qui disent on va juste relancer l'économie comme elle existait avant et on verra plus tard pour le climat. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour agir vraiment? Le GIEC a été créé en 1988. En 1988, même des conservateurs comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher étaient d'accord pour dire qu'il y a un problème avec le climat, il faut sortir des énergies fossiles. En 1988. Mais les lobbies du pétrole et du gaz nous ont fait perdre un temps colossal. En septembre 2023, avec 3 autres associations, on a porté plainte contre Total Energy. On est allé au pénal porter plainte pour homicide involontaire en disant Total Energy et les autres pétroliers savent depuis le début des années 70 qu'il y a un réchauffement climatique et ils ont tout fait pour bloquer les politiques qui auraient fait baisser la demande de pétrole. Oui, c'est vraiment scandaleux le temps que les lobbies nous ont fait perdre depuis 30 ans. Mais les lobbies, c'est un peu comme les vampires, ils ont peur de la lumière. Et c'est pour ça, pour mettre la lumière sur ces questions, que j'ai fait une grève de la faim ici, il y a 2 ans, pendant 18 jours. J'avais fait voter par tout le Parlement, soit l'extrême droite, le rapport qui expliquait quelles étaient les solutions pour financer l'action climat. Et quand j'ai su que c'était la France qui bloquait les lobbies du pétrole et les lobbies des banques, j'ai fait ici, pendant 18 jours, une grève de la faim pour attirer l'attention. Et j'ai vraiment été étonné par la diversité des gens qui m'ont dit « on a envie de vous soutenir dans votre grève de la faim pour qu'on obtienne cette taxe sur la spéculation ». Ce monde dans lequel on vit mérite qu'on se révolte. Je veux dire, qui est sincèrement, si on nous donne une feuille blanche et on nous dit dessine le monde qui te plaît, dessine exactement celui-ci. Aujourd'hui, même avec l'ambition décidée au niveau européen, il n'y a pas un budget suffisant pour y arriver. Donc ça nous fait peur évidemment. Il y a une crainte. On se dit que l'Union européenne n'est pas cohérente parce qu'on a de l'ambition, mais on n'a pas le reste, l'action derrière qui suit. Non seulement on n'a pas d'action ambitieuse au niveau des décideurs au plus haut niveau, mais en plus ça a un effet d'anesthésie sur la société civile que ça n'encourage pas à s'autosaisir de la question. C'est-à-dire qu'on leur fait croire que des choses sont faites alors que ça n'est pas le cas. On est aujourd'hui dans une situation où la fiscalité repose de manière disproportionnée sur les plus pauvres et à l'heure où nous entrons, donc le défi de notre siècle, c'est celui de la lutte contre la dégradation de l'environnement, de la lutte notamment contre le réchauffement climatique, eh bien on a une fiscalité qui pèse encore beaucoup plus sur les plus pauvres que sur les plus riches. Et donc on se retrouve dans une situation où les grands gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire les sociétés multinationales, leurs actionnaires, voient leurs impôts baisser, alors même que les catégories sociales qui ont peu ou pas bénéficié de la mondialisation, les petits commerces, les retraités, les travailleurs à bas salaire, eux ont une tendance à voir leurs impôts augmenter avec l'augmentation des taxes indirectes, de la TVA, etc. Tout d'abord, il est clair que l'économie doit être au service de la société et non pas le contraire. Donc quand on voit effectivement ces transactions financières à très haute vitesse, ça ne tient absolument pas en compte
l'impact environnemental, l'impact social des investissements. Enfin, c'est des algorithmes qui ne savent absolument pas ce qu'ils font. Et c'est fondamentalement le contraire de l'éthique. Nous avons réellement besoin de remettre de la morale, de l'éthique dans notre fonctionnement économique. Nous savons parfaitement que l'essentiel de l'argent circule dans des stratosphères déconnectées de l'économie réelle. Et c'est là qu'on a un gros problème parce que non seulement cette circulation n'a rien à voir avec le quotidien de la plupart d'entre nous ici et ailleurs, mais en plus, il l'impacte profondément. Ce prélèvement qui devra se faire au profit des citoyens, de la santé, du climat, de l'écologie, tout ça me semble absolument évident. Je pense que c'est une chose que j'intègre tout à fait. Quelle que soit son étiquette politique, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et voilà, donc ce n'est pas parce qu'on est pour ou contre ce gouvernement qu'on n'a pas la même vision. C'est vraiment un sujet qui rassemble tout le monde. Nous avons toujours soutenu d'abord l'idée de cette taxation des transactions financières et surtout le fait que l'Union européenne devait disposer de ressources propres à une hauteur suffisante pour ne pas totalement dépendre de la contribution des États. Et justement, à ce moment précis où nos sociétés sont en crise, où des sommes considérables sont mises sur la table pour réorienter, pas pour réorienter pour le moment malheureusement, mais pour sauver l'économie, au lieu de la sauver pour qu'elle soit à l'identique demain, c'est le moment de la réorienter. Avec Cyril Dion, on a même été reçu par le pape François au Vatican. Et le pape François, dans son dernier livre, explique que ce système économique qui fout en l'air les gens, qui fout en l'air le climat, qui fout en l'air la biodiversité, il est poli, il est pape, donc il ne dit pas que c'est de la merde, mais il dit que c'est le fumier du diable. Le pape François nous dit que ce système, c'est le fumier du diable, ça veut dire que ça sent pas bon. Et le pape nous dit qu'il faut faire la révolution. Il nous dit, après la crise financière de 2008, on avait dit qu'on allait tout changer, et on n'a rien changé. Mais aujourd'hui, il nous dit qu'il faut faire la révolution au nom de la dignité humaine et pour protéger la planète. Pourquoi le pape François? Parce que la question est philosophique, anthropologique, spirituelle. Est-ce que l'humanité va vers son suicide en le sachant ou est-ce qu'on est capable d'un sursaut? On sait quelles sont les solutions. Techniquement, on sait quelles sont les solutions. Maintenant, la question est politique. Est-ce que l'Europe est au service des banquiers et des traders ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre la finance au service du bien commun? Les besoins de financement n'ont jamais été aussi importants. Il faut de l'argent pour gagner la bataille du climat en Europe et en Afrique, mais il faut aussi de l'argent pour aider toutes les familles, les étudiants qui souffrent aujourd'hui de la flambée des prix, et il faut aussi de l'argent pour construire la paix dans le reste du monde. L'Europe doit aider Israël et la Palestine à construire la paix. Et il faudra beaucoup d'argent sans doute pour mettre en œuvre la solution à 2 États demandée depuis longtemps par les Nations Unies. Ce qui se passe au Moyen-Orient est horrible, vraiment catastrophique. L'Europe doit tout faire pour stopper l'horreur et construire la paix, mais à aucun moment nous ne devons oublier l'urgence climatique. Est-ce qu'on va faire le chaos climatique ou est-ce qu'on va faire une société d'équilibre et de convivialité? C'est à nous de choisir. Je me souviens de cette phrase de Martin Luther King qui dit « Ceux qui veulent la paix doivent s'organiser de façon aussi efficace que ceux qui veulent la guerre. Ceux qui veulent la paix doivent s'organiser de façon aussi efficace que ceux qui veulent la guerre. » Est-ce qu'on est capable de s'organiser et d'avoir des victoires d'étape? Évidemment, la taxe sur transactions financières ne va pas tout régler, mais elle est là. En quelques semaines, on peut gagner les choses. Et si on avait 60 milliards chaque année, ce serait une première victoire très importante. Donc organisons-nous. À tous ceux et celles qui ont encore des doutes sur l'urgence climatique, expliquons l'urgence climatique, expliquons les solutions, expliquons qu'une société plus équilibrée, plus conviviale est à portée de la main. Oui, organisons-nous. Je me souviens ce que nous disait Stéphane Hessel, je finirai là-dessus. Stéphane Hessel n'est plus avec nous, mais il était un de ceux qui soutenaient ce projet et sa fille est avec nous. Et Stéphane Hessel disait il ne faut jamais se décourager. Il y a des systèmes qui paraissaient monstrueux, qui paraissaient là pour l'éternité, et des citoyens se sont mis dans la rue pour les faire tomber. Le mur de Berlin, ce n'est pas les grands chefs qui l'ont fait tomber, ce sont des citoyens comme vous et moi. Maintenant, à nous de faire bouger nos politiques pour sauver le climat. Merci. Face à la puissance des lobbies du pétrole ou des lobbies des banques, il faut organiser un lobby citoyen très puissant. Alors rejoignez-nous sur taxonslaspeculation.com. L'idée que le partage fait le fort de l'Europe. On veut une taxe. On veut une taxe. Pour le climat, l'emploi
Salut, on s'en là.